Et tu fais un petit essai. En entier, pas que je le fasse. Tout à fait. Non, vas-y, fais un essai. J'ai dit quoi? Tu parles. Voilà, je parle. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer cette session de communication avec la présentation de Mokhtar Benenda pour la première partie de cette matinée. Et ensuite, nous écouterons Nicole Lompré et Inès Leitano. À toi, Mokhtar. Donc, alors, le principe, c'est 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions pour chacun. Oui, d'accord, je vais essayer Donc, de... si ça dépasse un petit peu trop, je le dirai. Oui, surtout parce que finalement, c'est devenu une habitude chez moi. Chaque fois que je commence, je dis, tiens, je vais être bref. Et j'ai peur de faire très très peu, mais après, ça déborde, etc. Bon, je te le dirai. J'ai besoin d'avoir le petit signal qui me dit, voilà. Bon, à vrai dire, bonjour à tout le monde. Je vais essayer finalement de faire dans le prolongement de ce qui a été fait l'année dernière, les mêmes journées, quand, avec mon collègue Henri Eutrisier, nous avons fait une petite intervention sur la présentation des normes internationales liées à l'accessibilité. Et nous avons parlé plus ou moins l'année dernière de ce qui se fait au sein surtout de l'organisme international l'ISO, dans lequel nous sommes également intervenants dans un créneau particulier qui n'est pas l'accessibilité, mais on est sur la production de normes de l'enseignement à distance. Nous sommes dans un comité, le sous-comité 36, chargé de produire des normes internationales pour l'enseignement à distance. Et nous avons dans ce sous-comité un groupe qui travaille sur l'accessibilité éducative, les plateformes, les logiciels, les contenus, pour définir ça. Mais bon, malheureusement, on n'est pas dans ce groupe-là, on est dans d'autres choses, sur les ontologies, sur les vocabulaires, sur la terminologie. Mais ça n'empêche que nous avons accès également à ce qui se fait dans ce comité-là. Et nous avons également accès sur le serveur de l'ISO aux normes qui sont en rapport avec le phénomène de l'accessibilité numérique. Donc, cette année, donc, en prolongement de ce qui a été dit l'année dernière, je vais essayer de faire une synthèse, une brève synthèse de ce qui a créé la différence par rapport à l'année dernière. Ça veut dire en 2018, qu'est-ce qui a été fait à l'échelle mondiale au niveau des normes internationales liées à l'accessibilité. Donc, il y aura essentiellement une présentation de nouvelles normes et surtout de mise à jour de normes internationales pour 2018 parce que c'est un processus dynamique permanent et qui continue sur la durée. Et il y a des normes, on sait bien que la vie des normes, une norme quand elle est mise en place, elle va mettre 5-6 ans avant d'être publiée. Et chaque année, il y a un stade par lequel elle passe, d'un brouillon jusqu'à ce qu'il y a 5 niveaux jusqu'à ce que ce soit publié en tant que norme internationale. Ce qui est important à mettre à présenter surtout, c'est cette dynamique internationale qui s'est mise en place depuis très longtemps. Rappelez tout le temps que l'accessibilité est un concept très ancien et qui n'est pas nouveau, mais qui a plus ou moins suscité l'intérêt des organismes internationaux sur plus d'un point. Raison pour laquelle actuellement, quand on voit la liste des normes traitant de l'accessibilité, c'est difficile de faire la liste entière, étant donné que l'accessibilité va se manifester à plus d'un niveau. Si on s'en occupe actuellement au niveau du numérique, elle concerne également les bâtiments, le transport, plein de choses. Et pour toutes ces choses-là, il y a des normes qui se publient, qui donnent plus ou moins les directives, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on planifie, comment est-ce qu'on élabore des produits, etc. Alors, ce que je voudrais mettre en avant, surtout cette fois, c'est cette convergence internationale et cette collaboration internationale entre les grandes instances internationales de la normalisation, et je nomme l'ISO, l'Organisation mondiale de la normalisation, la CEI, la Commission électronique internationale, et l'Union internationale des télécommunications. Les trois grandes structures internationales qui se sont mis d'accord pour travailler ensemble sur cet axe-là afin de créer le cadre international, le cadre de référence internationale qui constitue une référence pour les industriels, pour les développeurs, etc., pour garantir un objectif essentiel derrière les normes, l'interopérabilité des solutions qu'on propose. Donc les normes, en réalité,
qui, à échelle internationale, dans les organisations les organismes des Nations Unies, elles se font sur la base d'un consensus large. Si on produit une norme, il faut que tout le monde soit d'accord et ça permet effectivement à ce que ça se décline en politique nationale et ça se traduit au niveau des organismes de normalisation dans chaque pays, comme l'AFNOR en France, le BSI en Angleterre, le DIN en Allemagne, etc., qui vont partir de ce cadre de référence international et qui vont développer des normes nationales et qui seront prises par les industriels locaux et ainsi on garantit plus ou moins une harmonisation par rapport à tout ce qu'on propose dans un créneau particulier. Dans l'accessibilité, par exemple, lorsque l'ISO, la CEI et l'UIT se mettent ensemble, ils vont plus ou moins jouer un rôle important contre la fragmentation du marché. La fragmentation du marché au niveau de l'industrie, de la production, mais également au niveau de la production de normes nationales. Ainsi, on va trouver que toutes les normes nationales en Europe, dans le cadre européen, vont être très cohérentes l'une par rapport à l'autre. Et ainsi, donc, tout le contexte européen, il répond à des spécificités communes. Alors, tout ceci a été consigné dans des documents officiels, comme par exemple la déclaration de la politique commune de ces trois structures, qui ont défini une politique commune fondée sur 4 points essentiels, et qui a abouti à un guide, le guide 71 en 2001, depuis, vous voyez que ça date, mais qui a été mis à jour en 2014 et qui constitue ce cadre de référence dans lequel s'inspirent ou bien duquel s'inspirent tous les acteurs de la normalisation derrière. Alors là, je fais un passage rapide par rapport à des normes clés au niveau de l'ISO, de la CI et de l'IUT. Le guide qui constitue ce cadre de référence, c'est comme une loi qui a besoin d'un décret d'application. Il y a une norme qui démontre ou bien qui explique comment est-ce qu'on applique le guide 71. Donc c'est un cadre de référence, je dis tout le temps. Les normes internationales ne donnent pas des spécificités ou des spécifications techniques, comment faire des choses, mais elles tracent le cadre général dans lequel se font des choses. Donc une norme, elle est consensuelle, elle n'est pas obligatoire, mais elle trace le périmètre général dans lequel se fait un travail de production, un travail de normalisation locale, nationale ou industrielle. Donc vous voyez que cette norme-là, c'est l'ISO, l'IUC et l'UIT qui contribuent ensemble à produire ce cadre de référence international. Et dans ce guide-là, il y a également une norme d'application, la 22411, qui permet effectivement de proposer surtout des questions sur une sorte de référentiel ergonomique par rapport à ce qui se produit dans le domaine de l'accessibilité. En focalisant sur ces 3 types de capacités, les capacités sensorielles, physiques et cognitives, plus ou moins qui résument l'ensemble des critères dont on a besoin pour développer un cadre normatif lié à l'accessibilité. Je prends ici juste quelques normes importantes au niveau de l'ISO, parce qu'en termes de structure, il faut savoir que chaque institution travaille seule, mais également il y a des domaines où elle travaille ensemble. L'ISO, par exemple, a ses propres normes à elle. Par exemple, la fameuse 9241 qui se met à jour. C'est une usine à gaz, à vrai dire. C'est une norme en plusieurs parties. Vous voyez que il y a une partie 500, la deuxième par exemple, et qui chaque année sont mises à jour et sont proposées en fonction des négociations qui se font autour de cette norme-là. En 2018, je ne prends que celle de 2018, mais c'est vraiment une usine à gaz, c'est une bibliothèque, on l'appelle la bibliothèque normative 92-41. Il y a tellement de parties, tellement de spécificités, étant donné qu'elle concerne l'ergonomie de l'interaction homme-système, un monde très très vaste dans lequel on prend des sous-parties et chaque sous-partie fait l'objet d'une norme à part. Par contre, cela veut dire, là ce sont des normes publiées, mais si on va sur le site de l'ISO, et on peut chercher, le site il est très bien structuré, vous faites une recherche sur l'accessibilité et vous choisissez les projets en cours. Et pour l'année 2018, actuellement, en 2018, il y a 4 projets de normes. Cela veut dire que ça continue. Et les projets de normes sont à différents stades. Une norme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un working draft, c'est un brouillon de comité, ensuite c'est un document de travail, et ensuite c'est un projet de normes, et un projet final de normes, et une norme internationale. Et à chaque fois, il y a une discussion sur un niveau pour le valider et le publier. Alors, l'ISO également travaille conjointement avec l'IEC pour travailler sur tout ce qui est technologie numérique. Et c'est dans le cadre du GTC1. Donc, le GTC1 également, il produit des normes essentiellement liées aux technologies de l'information et de la communication, tout ce qui est numérique.
Et là, je cite juste que deux normes en cours de modification ou de validation pour 2018. La 20071 et la 29138, besoin d'accessibilité, présentation visuelle et information sonore, c'est des nouveaux concepts qui apparaissent dans le marché et qu'il faudrait bien normaliser à travers une norme internationale. Dans l'historique, il y a tellement de normes, je ne vais pas tout les citer, mais j'ai focalisé sur la fameuse norme ISO/IEC 40500, qui est l'équivalent du WCAG 201, donc, que vous connaissez tous d'ailleurs. Vous voyez que le lien entre l'ISO comme étant une structure internationale et le consortium W3 qui est une association non gouvernementale qui travaille sur les spécifications du web, et les deux travaillent ensemble pour produire un cadre de production réellement solide qui fait référence à des normes internationales garantissant ainsi l'interopérabilité, etc. Donc la liste est longue. L'IEC elle-même, toute seule, elle travaille sur l'accessibilité. Elle a par exemple la norme, une des normes, il faut aller sur le site et vous trouvez énormément de normes produites uniquement par l'IEC. Mais elle travaille également avec l'ISO dans le JTC1. Donc chaque institution, chaque structure dans son domaine, elle a ses propres normes touchant l'accessibilité, mais à certains moments, elles se rejoignent pour produire des normes qui concernent les différents aspects. L'Union internationale des télécommunications aussi, il a un rôle important là-dessus, et surtout à travers ces trois structures, surtout la structure IQT, c'est pour les télécommunications, des normes pour les télécommunications, avec autant de structures. Vous voyez, je les ai listées en mettant le mot accessibilité en rouge pour dire que c'est un concept qui est également très prisé par l'IUT. Elle travaille énormément sur l'aspect de l'accessibilité numérique au niveau des télécoms, des réseaux, etc. Donc d'ailleurs l'UUT, dans ce sens-là, elle fait énormément de manifestations. Aujourd'hui même, il y a quelque chose qui se passe à Vienne. Vous voyez en bas à droite, l'accessibilité en Europe, le 12 et le 14 décembre 2018 à Vienne. En janvier, en février, il y a également eu un événement. Ils ont un projet de Connect 2020. En 2020, ils doivent décider de la stratégie à mettre en place pour 2030. Donc, l'UIT travaille énormément dans ce créneau-là. Alors, juste ce que je voudrais mettre en évidence, c'est ce lien entre les instances internationales qui créent le cadre de référence mondial pour traiter de l'accessibilité et comment ceci prépare ou bien permet aux instances et aux organismes qui sont dans le concret de travailler en faisant référence à ces normes internationales. Je prends ici juste l'exemple de l'accessibilité PDF qui est développé par le consortium, le W3C, et dont l'objectif est de faire en sorte qu'un document PDF se comporte comme une page HTML classique. Ça veut dire qu'un document PDF, aujourd'hui, le PDF, il est très utilisé dans Internet. Le problème, c'est qu'un PDF, c'est une image, et qu'en termes de synthèse focale pour des personnes ayant un handicap particulier, ça ne peut pas être lu. Donc, la solution, c'est quoi? C'est convertir le PDF en texte, parce que c'est le texte qui peut être synthétisé d'un point de vue vocal. Et l'astuce, c'est tout simplement d'encoder en interne le PDF en XML pour rendre le document PDF accessible. Et à ce moment-là, on peut faire dessus la synthèse vocale. Et là, entre cette initiative que fait le consortium W3 en traitant le PDF avec le WCAG 2.1 surtout, je vais parler tout à l'heure rapidement, et on utilise l'XML, la version normative ISO 14289.1, produite en 2014. Donc vous voyez un rapprochement entre les deux pour créer ce cadre dans lequel il y a un cadre de référence, mais également il y a un travail de production concrète et les deux travaillent ensemble pour créer ce contexte d'accessibilité qui résout des problèmes d'accessibilité bien spécifiques. Là, j'arrive au deuxième volet, c'est-à-dire tout le monde sait actuellement, on parle beaucoup du WCAG 2 et maintenant, cette année 2018, elle se distingue par la mise à jour ou la production ou la publication de la nouvelle version, le 2.1. Donc le 2.1 qui vient renforcer le travail du W3C sur la production de ce cadre normatif de l'accessibilité, qui a été normalisé en 2012 par l'ISO. Et maintenant, on attend à ce que le WCAG 2.1, qui apporte quelque chose de plus, soit également normalisé par l'ISO. Ça va venir rapidement, étant donné que le 2.1 a été plus ou moins publié en juin, le 5 juin 2018. Donc, il faut un peu de temps pour que l'ISO actualise un peu la norme 40500 et elle va certainement produire une équivalence là-dessus. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail du WCAG
que vous connaissez tous, j'imagine, parce que c'est la référence incontournable quand on parle d'accessibilité, l'historique avec le consortium 3C, son évolution depuis 1997, lorsque le World Wide Web Consortium s'est focalisé là-dessus pour produire la version 1, la version 2 en 2008, et ensuite, cette année, la version 2001, 2.1 en 2018. Donc, je n'entre pas dans les détails, j'imagine que c'est quelque chose qui est très documenté sur Internet, il y a tellement de choses, mais que dire tout simplement que le WCAG 2 et 2.1 font partie d'un lot de 3 normes du consortium W3 qui touchent à la fois les outils de production de contenu, les contenus eux-mêmes, et les navigateurs qui permettent d'accéder à ce contenu-là. Donc il y a 3 aspects qui plus ou moins balisent le contexte général de l'accessibilité numérique sur le web et qui donnent des solutions pour le concepteur, le producteur et également les utilisateurs de ce cadre-là. Le CAG 2.0 de 2008, il se compose de la structure, donc plus ou moins elle est hiérarchique, avec les 4 principes de base qui sont la perception, l'utilisabilité, la compréhension et la robustesse de la solution ou bien du contenu. Et chaque principe se décline en lignes directrices, ou ce qu'on appelle les règles, à respecter pour dire qu'un produit, un contenu, un site web est conforme à l'accessibilité ou non. Et ces règles seront mesurées selon des indicateurs ou bien ce qu'on appelle les niveaux de conformité qui vont se faire selon des critères de succès, de réussite qu'on appelle, pour dire que ce site web il est classé A ou bien A 3A. Finalement, c'est une forme de classification qui se fait à travers des indicateurs, comme j'ai dit, et qui permet au concepteur, mais également à celui qui va utiliser, de savoir identifier plus ou moins de quel niveau de la qualité de l'accessibilité appliquée sur un produit web. Là, juste une comparaison entre le CAG 1 et les 2, parce que ça veut dire qu'il y a eu une transformation un peu profonde dans la structure interne du CAG 1 pour en faire le CAG 2. Il y a eu un changement de méthode, de l'approche, au niveau de l'approche, au niveau même des techniques concernées. Le CAG 1 s'est limité au HTML et XML. Avec le CAG 2.0, on a ciblé également des critères d'accessibilité, de conformité par rapport à des techniques avancées comme tout ce qui est Ajax, Flash, SPG, etc. Donc des techniques nouvelles qui viennent d'apparaître et qu'on a couvert avec le CAG 2. Juste ici, juste une idée, bon, excusez-moi, ça a l'air d'un cours, mais bon, c'est juste une présentation de la structure du CAG, comme vous voyez avec les quatre principes fondamentaux, avec leur déclinaison, etc. Et nous avons plus ou moins une idée sur le CAG 2. C'est très intéressant de voir ce schéma-là parce qu'on va voir la différence par rapport à ce qu'apporte le CAG 2.1 en 2018. Ces éléments-là seront enrichis avec 17 autres éléments qui viennent plus ou moins définir les caractéristiques d'accessibilité d'un produit web. Ici, c'est également un tableau qui reproduit les principes, les directives, les règles et les niveaux de succès d'une règle par rapport ça veut dire l'application. Chaque niveau est défini en fonction d'un certain nombre de règles et elles sont plus ou moins résumées dans ce tableau-là. Le CAG 2.0 ou 2.1, 2.0 pour l'instant, il dispose d'un instrument. Cela veut dire un document de référence. Ça me rappelle un peu pas mal d'autres produits dans ce sens-là. Moi, je travaille dans le monde de l'information d'éthique et surtout des métadonnées. Puisque je travaille dans l'éducation, donc le LOM, le Learning Object Metadata, la façon de décrire les ressources pédagogiques, il y a tout un référentiel qu'on a sur Internet et avec des outils. On va voir un peu rapidement des outils. Le CAG 2.0, par exemple, vous avez sur le site du consortium de l'E3 les 4 principes, leur déclinaison et la définition de chaque élément. Cela veut dire, pour le concepteur, il a intérêt à regarder ces listes-là pour savoir réellement si son site, son produit correspond à ce qui est plus ou moins défini dans les règles du CAG 2. Donc ça, c'est un exemple, juste le principe 1, la règle 1.1 et le critère 1.1.1, etc. Mais la liste est longue. C'est vraiment un référentiel assez lent, assez complexe. Pour ce référentiel, bien sûr, il y a également des outils. On peut, à tout moment, actuellement, il y a des outils gratuits, libres. Vous allez sur Internet, vous mettez l'adresse d'un site ou d'une page ou d'une ressource pour savoir si elle correspond aux critères d'accessibilité ou non. Donc, c'est des outils qui sont produits derrière le référentiel qui a été fait et qui permet à toute personne de vérifier
une ressource, en choisissant donc de quelle version de CAG il veut tester, et quelle profondeur, quel niveau de conformité il veut tester, premier niveau, deuxième, troisième niveau, et l'outil, il va immédiatement générer ça. Je me suis amusé à faire le test de l'Université de Bordeaux-Montaigne pour dégager un rapport à la fin, et le test, il est très parlant, ça veut dire qu'on peut l'avoir en plusieurs formats. Là, par exemple, le test, il va prendre tous les critères du CAG 2.0 et il va dire si ça existe ou ça n'existe pas. Et il me donne le nombre d'erreurs, les erreurs fondamentales, les erreurs légères, etc. Donc, il me fait un état entier d'un produit pour me dire à quel niveau de conformité il correspond au CAG 2.0. Il n'y a pas encore le 2.1 parce que ça vient de sortir. Donc, il faut des outils derrière qui viennent prendre en compte ces caractéristiques-là. Donc, vous voyez que les outils sont multiples. Là, il y a énormément d'outils sur Internet. Vous les testez, vous avez un rapport comme vous voulez, soit par champ, par critère, soit un résumé général sur l'état du produit, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut intéresser si on est en train d'évaluer le niveau de conformité d'un site quelconque, on a des outils pour ça. Donc vous voyez que ça, c'est l'avantage un peu des standards et des normes qui produisent des outils derrière. Et tous sont conformes à un cadre de référence qui a été défini à un niveau macro, au niveau des organismes internationaux, etc. Et finalement, comme Dieu crée l'Internet, le W3C a créé le CAG 2.1 en 2018. Donc, étant donné qu'entre CAG 2.0 et cette année, il y a une décennie qui est passée, certainement qu'il y a eu de transformations et de modifications sur le plan numérique, essentiellement l'émergence des smartphones, tout ce qui est technologie mobile, le web mobile, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, virtuelle. Tout ce cadre-là marque le web et marque la conception de contenu numérique, ce qui fait qu'il faut obligatoirement adapter le référentiel d'accessibilité à tout ceci. Raison pour laquelle, là je donne des exemples, par exemple, des cas de troubles de la vision et troubles cognitifs ne sont pas pris en compte par le CAG 2.0. Raison pour laquelle il fallait impérativement mettre à jour le référentiel et pour cela le CAG 2.1 est apparu le 5 juin 2018. C'est une recommandation qui nécessite une autre étape de validation pour être publiée comme étant une norme W3C. Alors rapidement, donc je termine peut-être avec ça. Bon, oui, c'est devant ça. Pour dire finalement que, voilà, c'est une synthèse de ce qui a été fait en plus par rapport dans le CAG 2.1 au niveau des indicateurs, des critères sur quel plan, les trois critères essentiels sur lesquels on a ajouté des critères de conformité, les environnements mobiles, la basse vision et le handicap cognitif. Et tout simplement, je les liste tout simplement. Hein. Et si on cherche, si on regarde tous ces listes-là, si on revient au schéma ici, on ne va pas les retrouver, on va les retrouver en extension par rapport à ça. Donc ce schéma de 2.0 a été enrichi avec tout ceci. Je prends juste quelques exemples. Le 1, 3, 4 qui n'existait pas dans le 2.0, l'orientation, affirmait que l'on ne doit pas obliger les utilisateurs d'appareils mobiles à conserver leur appareil ni à le faire pivoter, etc. Ouais, il y a une explication du critère supplémentaire, qu'est-ce qu'il apporte de plus. Je prends un autre comme le contraste non textuel. Ça veut dire le contraste, normalement, on parle du contraste du texte avec un arrière-plan. Là, on ajoute un contraste d'un objet-image par rapport à une image. Là. Ce n'est pas que le texte, mais le non-texte également doit être plus ou moins traité au niveau du contraste, avec une façon d'accentuer le contraste au niveau de l'image. Et la notion du mouvement de pointeur, pour faire un zoom, jusqu'ici, on est obligé d'utiliser la souris, etc. C'est une procédure qui peut être compliquée pour quelqu'un qui a un handicap particulier, un handicap moteur. Donc là, on prévoit la possibilité de faire un zoom avec juste en cliquant sur la comment ça se dit le truc là, pas l'écran ou voilà, un mouvement beaucoup plus simple, voilà, pour faire un zoom. Je prends juste des exemples. Et je termine avec ça. Alors, après les 2.1, on s'est dit, what else? Donc, c'est un mouvement qui ne s'arrête pas. Actuellement, on prévoit ce que le 2.1 sera publié en 2.2, mais on dit que la prochaine version sera un 3.0. Un 3.0, et elle sera apparemment nommée, elle prendra le nom de Silver. Silver, c'est argent. Tout simplement, ils ont trouvé cette astuce-là. L'argent, le symbole chimique de l'argent, c'est le Ag.
Et le AG, on va le trouver dans le CAG, c'est l'Accessibility Guidelines. Donc, plus ou moins, c'est une façon de faire cette combinaison pour présenter la version qui supposée apparaître en 2021. Certains disent en 2020, d'autres disent en 2021. Et ce sera plus ou moins une autre étape. En 2021, en 2020, on sera là pour en parler. Merci Mokhtar. Avez-vous des questions? Non. Merci Mokhtar. Dis-moi juste une question par rapport à l'évolution au niveau des normes nationales. Oui. Nationales, nationales, c'est-à-dire par exemple pour nous, le RGA, qui est oui, RGA, la transcription. Donc là, on est sur une nouvelle version WCAG. Quelle est la durée pour qu'après les pays sur l'emparent et vraiment le transforment dans leurs lois à eux, dans leurs décrets nationaux? Est-ce que tu as une idée à peu près de ce passage-là? Comment ça se passe? Ça se passe. D'ailleurs, pour le RGA, je crois, j'ai lu ces jours-ci, que ça a été mis à jour par rapport au 2.1. Ça veut dire que l'Europe, elle l'a plus ou moins assimilé immédiatement. Dans il y a une norme européenne, j'ai oublié le nom, c'est EA quelque chose. Mais immédiatement, quand c'est produit, les instances nationales et régionales se travaillent dessus pour faire le maximum pour adapter le plus rapidement possible ces consignes-là. Donc il y a une communication très solide entre les instances, entre le W3C, à travers les instances de normalisation nationale. Et je sais qu'en Europe, ça a été fait. Pour le RGA, je crois qu'il y a, si ce n'est pas encore fait, ça doit venir rapidement. Déjà, merci beaucoup parce que c'est une présentation très claire. C'est un vrai plaisir de la voir. Et pour moi, c'est très important parce que c'est assez compliqué, en fait, la normalisation. Enfin, moi, je trouve. Mais vraiment, là, pour moi, ça me plaît beaucoup ce que tu as dit. Je voulais revenir sur le mandat 376, là, au niveau de l'Europe, parce que justement, ils se sont associés avec l'IEC, l'ISO et l'ITU pour faire le mandat 376. Et en fait, je sais, ils ont sorti la norme, mais en fait, j'ai l'impression que c'est toujours le CAG qu'on utilise avec l'Europe. Alors, ils ont sorti, mais... Je crains ne pas pouvoir te donner plus d'éléments parce que le chapitre Europe-France, je l'ai prévu. J'ai de la matière sous la main, mais je n'ai pas eu le temps de l'intégrer. J'ai dit que Nathalie sera là pour m'empêcher d'en parler, donc je ne l'ai pas abordé. Voilà. Voilà, méchante. Alors, y a-t-il d'autres questions? Merci aussi pour ce panorama très clair des toutes dernières modifications concernant les WCAG. Moi, je voulais savoir si vous connaissez un peu plus sur le processus d'élaboration de cette nouvelle version des standards, ce qui serait la 3e version de WCAG. Est-ce que vous savez si le groupe qui travaille sur les standards consulte des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'ils travaillent de manière collaborative avec des associations? Est-ce qu'ils font des consultations? Comment est-ce que ça se passe? Alors, sur ce point-là, ça veut dire, je peux parler des normes internationales que je connais mieux, mais pour le CAG 2.1, 2.3, c'est par rapport à la littérature que j'ai lue. Vous savez que ce n'est pas mon créneau de travail, cela veut dire que je ne suis pas dans la recherche expérimentale sur l'accessibilité, mais c'est un sujet d'intérêt pour moi étant donné que je travaille sur un autre créneau de l'ISO. À l'ISO, je suis expert ISO, je suis conveneur d'un groupe de travail et je sais que les normes, quand on les publie, il y a 5 phases 5 étapes par lesquelles on passe. La première initiative, c'est une délégation ou un expert qui propose un projet de faire ça. Alors, ce projet, il est discuté. S'il est retenu, il passe à l'étape suivante. Et immédiatement, à ce moment-là, la construction de la norme va se faire entre experts, parce que des experts qui sont spécialistes dans le domaine, mais surtout, ça se fait sur ce qu'on appelle les études de cas.
Cela veut dire que chacun va proposer une étude de cas, du vécu, et à travers cette étude de cas, on dégage une situation qu'il faudrait bien traiter dans la norme. Pour le CAC 2.0 et le CAC en général, je sais qu'il y a une équipe qui travaille aujourd'hui et qui, effectivement, la mise à jour, par exemple, du CAC 2.1 a été faite sur une observation réelle. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de littérature de critique pour le CAC 2.0 en disant qu'il est un peu déconnecté de la réalité. Et il y a beaucoup de travail, depuis longtemps d'ailleurs, hein, depuis le CAC 2.1, on a dit que c'est un cadre de référence qui manque de conformité par rapport au quotidien, au vécu de personnes. Et à partir du CAC 2.2, il a connu l'implication des gens qui vivent le handicap réellement. Et effectivement, je sais que pour la version 3, il y a des gens qui sont impliqués, il y a des études de cas, mais il y a des gens qui ont le handicap et qui font part de leur expérience par rapport à un aspect ou un autre. Ça, au moins, c'est la littérature qui le dit. Donc ça, je sais pertinemment en fonction des documents, même en allant sur le site du consortium de l'E3, vous trouvez cette indication-là, que l'équipe, elle est composée d'experts en la matière, mais qui fait appel à des gens qui vivent ces différents aspects dans le réel. Et ils font des expériences avec eux, parce que finalement, ce n'est pas facile de faire un retour, un feedback sur un aspect, si on le regarde de l'extérieur. Il faut réellement qu'il y ait une personne qui le vit et qui communique ces sensations, parce que si je viens sur les questions cognitives, c'est des choses qu'on sent, qu'on vit. Donc là, je sais pertinemment qu'effectivement, il y a un lien intrinsèque avec le concret, avec les associations, je ne peux pas vous dire lesquelles, mais je sais qu'on implique des gens réellement, du vécu réel des gens dans ces initiatives. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bon, merci encore, Mokhtar.